Donc, bienvenue sur la chaîne de podcast de l'agence Dubai Vista Estate, donc expert en immobilier, en fiscalité et en création d'entreprises. Donc, sur cette chaîne, nous vous dévoilons les secrets de l'immobilier à Dubaï. Et à chaque épisode, nous invitons des experts pour parler de stratégie, d'immobilier, faire des analyses sur le marché. Donc, que vous soyez débutant ou expert, cette chaîne vous révèle tout ce qu'il faut savoir pour réussir à Dubaï. Et aujourd'hui, nous sommes avec Gary Borval, le CEO du groupe Dubai Vista Estate. Comment tu vas, Gary ? Ça va très bien et toi? Merci pour cette invitation et j'espère que tous nos auditeurs vont pouvoir profiter de cette expérience et apprendre des choses et pouvoir faire des investissements en toute sérénité. Super. Et bien écoute, Gary, je pense que la première chose qu'on a à faire, c'est de se présenter. Alors dis-nous un petit peu, du coup, d'où tu viens, qui tu es. Voilà, parle-nous un petit peu brièvement de toi et de ton parcours. Ok, alors moi je suis originaire des Antilles, je suis né sur Paris, donc dans la banlieue parisienne, j'ai fait mon éducation sur Paris, mon parcours, mes premiers jobs, j'ai grandi, je me suis formé sur la région parisienne, j'ai travaillé dans différents commerces, beaucoup de grands groupes sans avoir besoin de les citer. Je me suis forgé justement pour toute la partie vente, toute la partie business, négociation, rapport client, ça s'est passé sur la région parisienne. J'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager, donc ça m'a permis de perfectionner mon anglais de manière à pouvoir avoir une vision un peu plus internationale. Et puis après, j'ai eu un ami qui m'a justement proposé de venir découvrir le marché de Dubaï. Et après, je suis tombé fou amoureux de ce marché et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, et aujourd'hui, depuis 4 ans, on a développé l'entreprise Dubai Vista Estate qui est devenue un groupe. Super, parfait. Alors dis-nous, est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale quand tu étais jeune? Est-ce que tu pensais un jour devenir un homme d'affaires, voyager comme ça à travers le monde? Parle-nous un peu du coup de ta jeunesse, voilà, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, j'ai grandi en banlieue. Donc moi, à la base, je voulais devenir footballeur. À la base, c'était ça, le programme, c'était ça. Donc Ouais. j'étais dans un grand club de foot. Ok. Mais avec les copains, finalement, d'aller à l'entraînement, de faire 1 heure de route pour aller à l'entraînement tout seul, j'ai perdu un peu en motivation. J'ai perdu mon objectif de base. Et puis Ouais. après, j'ai continué donc, mon parcours scolaire. Et après, j'ai eu de la chance parce que je me suis vite rendu compte que tout ce qui était commerce, rapport avec les gens, relations commerciales, c'est quelque chose qui me plaisait. Je dis pourquoi de la chance? Parce que beaucoup de gens parfois peuvent faire des études, mais au bout d'un moment se rendre compte que ça ne leur plaît pas. Moi, la première filière que j'ai choisie, ça m'a plu. Et du coup, avec une formation aussi en alternance, ça m'a permis de découvrir concrètement qu'est-ce que c'est que la vente, qu'est-ce que c'est que le commerce, qu'est-ce que c'est que la négociation, tout ce que c'est que le marketing, tout cet écosystème autour du commerce. Et ça m'a beaucoup plu. Et finalement, j'ai découvert en moi un talent pour ce business. Super, c'est parfait. Et du coup, alors comment t'es passé de Paris, la France, à Dubaï? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi Dubaï? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Alors déjà, depuis 10 ans, je fais pas mal d'allers-retours. Je voyais Dubaï un peu grandir, mais sans forcément avoir une idée ou être focus sur l'aspect business ici. Et puis comme je disais, j'ai un ami qui m'a proposé justement de venir travailler avec lui dans son entreprise. Et à partir de là, j'ai pu découvrir Dubaï. J'ai pu voir en fait toute la perspective. J'ai pu découvrir justement l'idée du Shir, sa vision et comprendre qu'en fait, il y a un plan en fait. Et j'ai bien aimé cette idée de faire partie d'un plan, ou en tout cas d'essayer d'y participer au mieux. Et on se rend compte que Dubaï est propice à beaucoup d'opportunités. J'ai senti en fait que mon mindset a totalement changé en arrivant ici. Que en termes d'ouverture d'esprit, en termes de possibilités, on est vraiment dans l'endroit du tout est possible. Et en France, alors j'ai beaucoup appris, mais j'ai l'impression que pour moi en France, on était plus dans une stratégie de faire en sorte de payer moins d'impôts possible, de trouver un moyen pour un peu dissimuler un peu nos fonds, etc. Donc dans ce mindset-là, c'est pas forcément évident. Et quand on veut accéder à la propriété ou autre, limite, on a une enquête entière sur nous, sur nos revenus, etc. etc. Donc, j'ai trouvé que le système était un peu fait ou pensé différemment. Et Dubaï, ça m'a ouvert des portes. Et du coup, aujourd'hui, je suis très content d'avoir eu cette opportunité. Ok, super. Effectivement, Dubaï, on fait de l'argent plus que le contraire. Ouais. Ok. Et du coup, alors, parle-nous du groupe. Donc, tu es arrivé là, tu as travaillé avec un ami, C'est tu ça. nous as dit. Donc, comment, après, tu as ouvert ton entreprise? Pourquoi Dubai Vista Estate? Voilà, explique-nous un petit peu l'histoire de l'entreprise. Alors, si vous voulez, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier sur Dubaï, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, il y avait beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus de... Je ne pourrais même pas vous dire le nombre. Je crois qu'il y a plus de 4 ou 5 000 agents immobiliers parce que tout le monde se dirige immobilier à Dubaï.
Dubaï, parce qu'aujourd'hui, les gens sont intéressés à la première étape, à la première transaction. Et je me suis rendu compte qu'après cette étape de transaction, il y avait un grand manquement, que ce soit en termes d'expertise pendant la période de construction d'un bien, que ce soit en termes au moment de la livraison, pour la mise en location, pour la revente du bien. Tout ce suivi, parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce que je pense qu'à un moment donné, les gens avaient une vision à courte durée sur Dubaï. Donc forcément, ce rapport client n'était pas forcément à l'ordre du jour ou très important. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, en intégrant vite qu'il y avait une vision, qu'il y avait un plan et qu'il y avait une évolution qui était très rapide finalement, on ne parle pas d'être patient pendant 10 ans. On parle d'être patient, de faire un travail de qualité et on se rend vite compte qu'au bout d'un an, 2 ans, on récolte les fruits de tout ça. Donc je me suis dit, bon, allez, j'ai justement créé mon entreprise à travers ce concept-là, d'apporter un suivi avant, pendant et après. Donc le concept APA. Dans l'avant, c'est apporter une expertise aux gens en fonction de leur projet, s'ils veulent faire de la gestion locative, un projet de vie, de l'achat-revente, trading immobilier. Et en fonction de ça, en fonction de leur projet, leur proposer ce qu'il y avait de mieux. M'arranger à avoir une vision sur tout le marché, de comprendre le marché d'avant, de comprendre le marché de maintenant et d'avoir une vision sur le futur. Et de partager justement cette expérience avec tous les investisseurs et de leur apporter une sécurité à toutes les étapes de leur investissement. Et à partir de là, ça a permis de développer la structure Dubai Vista Estate. Donc de former, de drainer justement un groupe de personnes autour de cette idéologie. Et après, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un écosystème autour de l'immobilier, que les gens avaient besoin bien plus que d'un achat d'un appartement, bien plus qu'un investissement. Ils avaient besoin d'un accompagnement pour demain, s'ils voulaient faire de la création d'entreprise, s'ils avaient un besoin aussi de conseil fiscal. Derrière, il y a aussi des gens qui avaient besoin d'être formés. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers, par exemple, qui viennent à Dubaï et qui, malheureusement, comme ils ne sont pas bien formés, se démoralisent ou perdent en motivation et se disent « Ah, c'est un peu trop dur » ou « Ce n'est pas fait pour moi ». Lorsqu'en vrai, le nerf de la guerre, c'est la formation. Donc, on a aussi développé une branche pour former des brokers, que ce soit à distance ou en présentiel. Ok, donc aujourd'hui, tu fais de la formation de broker, donc agent immobilier, ce qu'on appelle C'est du ça. coup. Il y a une partie aussi accompagnement de A à Z avec les clients, donc avant, pendant, après, comme tu le disais. C'est ça. Et une partie aussi, du coup, fiscalité et création d'entreprise. C'est ça. Pour répondre à un besoin vraiment total des clients. Voilà. En gros, dans le groupe, on a intégré une avocate fiscaliste qui est basée à Paris, qui va pouvoir justement apporter une expertise, en tout cas, par rapport à ce domaine-là, et surtout des garanties. Parce qu'on peut apporter une expertise, mais quand derrière, il y a une garantie, et forcément, on parle d'une avocate, donc forcément, le tableau est plus joli. Effectivement. Donc, quand on dit garantie, c'est le fait qu'elle est vraiment avocate et que tous les conseils qu'elle donne, elle prend la responsabilité, entre guillemets, d'assumer si jamais il y a quoi que ce soit. Exactement. Ok, super. Et donc, du coup, dans ce beau parcours que tu as eu là à Dubaï, quels ont été, je parle à Gary l'entrepreneur, les challenges que tu as pu rencontrer, quel mindset tu as eu pour continuer quoi qu'il arrive, comment tu as réagi à tout ça? Alors, la réalité, c'est que moi, quand j'ai démarré, c'est un marché que je ne connaissais pas. C'est quelque chose de très, très différent, Dubaï. Ouais. Dubaï, il y a un train, tu le vois passer, c'est soit tu montes dedans, soit tu regardes, et puis tu te dis, tu vas attendre le prochain, ou vice-versa. Dubaï, c'est très particulier. C'est un mindset où il faut être très fonceur. C'est un endroit où on ne compte pas ses heures de travail. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, je travaillais du lundi au dimanche. Je pense que je démarrais peut-être le matin à 9h, et parfois, j'allais jusqu'à 3-4 heures du matin. Pourquoi ? Parce que là, notre travail, ce qui est devenu aussi une passion, ne se limite pas à des horaires de bureau. Il faut penser, il faut rêver, il faut manger immobilier. Il faut essayer de s'instruire au maximum, être informé, rester à jour, les projets, toutes les nouvelles lois, les choses à savoir. Et aujourd'hui, et en plus, ne pas se limiter à Dubaï. Parce que forcément, il faut avoir une vision de ce qui se passe dans le monde. Parce que forcément, un investisseur, il veut investir, là, il va optimiser le mieux son capital. Donc, ça demande un travail important, en tout cas dans les débuts, et après un travail de mise à jour par la suite. Mais voilà, en gros, moi, ça a été au départ, ce que je dirais, c'est que j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas compté mes heures, parce que c'est un métier où finalement, j'ai intégré qu'il fallait que je travaille 24 heures sur 24. Ouais. Voilà. Être curieux aussi. Ouais. Très curieux de ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Okay. Et ce que je dirais, c'est que moi, j'ai vite compris qu'il fallait que je conscientise les choses. Ça veut dire que quand on me donne une information, je ne peux pas me limiter à juste avoir l'information. Il faut que je comprenne la stratégie qu'il y a derrière cette information.
Voilà. Ouais, complètement. Super. Et tu disais aussi tout à l'heure que Dubaï a changé ton mindset. D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence entre si jamais tu as eu cette même opportunité à Paris, en France par exemple, et celle de Dubaï, quel est l'impact que Dubaï a joué dans le fait que tu sois curieux, que tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce que tu as été inspiré par des gens ici? Est-ce que tu as vu les autres faire? Voilà, comment Dubaï a joué en fait et a eu un impact aussi à ce niveau-là? Je pense, là, comment tu m'amènes cette question, la première chose qui me vient en tête, c'est cette réalité de pouvoir choisir ce que l'on fait avec son argent. Et cette Ok. souplesse en termes de fiscalité. Aujourd'hui, quand on regarde une fiche de paie des revenus qu'on peut générer en France, et qu'on Ouais. regarde tout ce que l'on paye en termes de taxes ou autres, Ouais. on se rend compte qu'on participe quand même beaucoup hein, au système. Ouais. Et à Dubaï, alors, d'une autre manière, bien sûr, on y participe, mais on a ce sentiment d'être libre avec la richesse que l'on apporte et que l'on produit. Et qu'en gros, je travaille, mais que je peux profiter pleinement de mes efforts, Ok. sans pour autant devoir réfléchir à comment faire pour payer moins d'impôts, comment faire pour avoir un peu plus d'argent, comment faire. Non. La vérité, c'est que Dubaï, ce n'est pas fait pour les feignants. Au Dubaï, on ne peut pas mentir. Si tu es là depuis plus d'un an, 2 ans, 3 ans, c'est que forcément, tu as un mindset. Parce que si tu penses que quelqu'un va venir t'aider ou quelqu'un va venir te réveiller dans ton lit ou te donner des informations, tu vas vite finalement te rendre compte qu'il va falloir que tu rentres À à la ta maison. base. Ouais. Donc, C'est ça. moi, c'est vrai, ça a été vraiment cette liberté financière, ce côté où fiscalement, c'est très souple. Donc, ça Ouais. ouvre des opportunités énormes. Et en termes de développement, si aujourd'hui, quand tu reçois tes premières commissions, tu n'es pas focus à aller t'acheter la dernière voiture, mais tu penses tout de suite à te dire, tiens, j'ai une commission, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux investir dans mon business pour faire mieux demain? Si tu gardes ça en tête, automatiquement, tu avances plus vite selon moi. Ouais, complètement. Et du coup, si on devait donner un conseil, vu que tu fais de la formation pour des agents immobiliers à Dubaï, si tu avais un conseil à leur donner, ce serait lequel? Si j'aurais un conseil, c'est ne lâchez pas. Au départ, c'est très difficile. Il faut se faire mal. Il faut se faire mal parce que la réussite est beaucoup plus belle. Attention à ne pas être dans le paraître. C'est-à-dire qu'effectivement, Dubaï, il y a une accessibilité au monde, tout ce qui est luxe, tout ce qui est voiture de luxe, tout ce qui est... En fait, à Dubaï, quand on fait de l'argent, je pense que c'est l'endroit au monde où on peut le dépenser le plus rapidement. Et tout est C'est fait clair. pour. Il y a un Ouais. service extraordinaire. Donc, ce que je pourrais dire, c'est de garder en tête ce mindset d'investisseur, de de pas aller dans le paraître, de ne pas vouloir prétendre à être une personne que l'on n'est pas, mais d'être focus sur son business et d'être focus sur avoir une vision sur 2 3 4 5 ans. De se dire, OK, aujourd'hui j'ai ça, qu'est-ce qui me permettra d'avoir plus dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et quand on raisonne comme ça, il faut penser à se dire, il faut que j'investisse sur des choses qui me permettent d'augmenter mes capitaux. Et on sait qu'il y a des investissements qui ne nous permettent pas, enfin, en tout cas, il y a des achats qui ne nous permettent pas d'avoir finalement plus d'argent au final. Ouais, ok, super. Donc merci pour ce conseil pour les agents immobiliers qui écoutent. Pour en revenir, tout à l'heure, on parlait de fiscalité. Donc explique-nous un petit peu quelle est la différence pour des investisseurs entre la fiscalité en France, la fiscalité ici. Je sais qu'en France, on joue beaucoup avec les systèmes de prêts. C'est la banque qui travaille pour nous, entre guillemets. Ici, à Dubaï, ça fonctionne complètement différemment. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence, comment ça fonctionne ici à Dubaï, comment ça fonctionne par rapport à la France, surtout, ou à l'Europe? Ok. Alors moi, je suis un peu remonté, un peu. Alors attention, je suis très reconnaissant et je suis très reconnaissant de ce que la France m'a apporté, hein. Je me Ouais. considère et je me sens très français. Par contre, je trouve qu'en France, on a une très mauvaise éducation financière. Ouais. En France, finalement, moi, par rapport à tout mon parcours, j'entendais plus des gens en train de trouver des solutions pour faire de la défiscalisation, donc trouver un moyen de payer moins d'impôts, ce qui leur permettait d'avoir plus d'argent. Ouais. Donc forcément, pour t'enrichir, c'est d'autant plus difficile. Moi, quand on me parlait de taux, quand on me disait, voilà, dans l'éducation de la réussite française, c'est quoi? C'est, voilà, tu démarres, qu'on essaie d'avoir un foyer, d'investir dans ta maison, dans la pierre, de t'endetter sur 25 ans. Donc on parle... Et là, tu te dis, voilà, c'est bon, c'est bien, tu as réussi. Et finalement, quand tu as cette ouverture internationale et que tu rencontres d'autres styles d'investisseurs, tu te rends compte qu'il y a des gens qui aujourd'hui qui sont multimillionnaires et qui font aussi leur résidence principale, c'est la location.
Je dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je pense qu'ils ont intégré que plutôt que d'investir et de s'endetter sur 25 ans avec un taux d'intérêt qui limitait derrière leur capacité d'investissement, ils se sont dit, bah tiens, moi, je vais plutôt investir pour gagner de l'argent demain plutôt que de payer à la banque à travers un taux d'intérêt. Parce que ça, on ne l'explique pas très bien que finalement, quand on emprunte un certain montant, que le taux d'intérêt représente parfois 30% du montant. Donc, quand on sait ça, et puis quand on regarde l'imposition, et quand on prend tout le cercle, on se rend compte qu'on travaille beaucoup plus pour faire grandir le pays que pour soi-même et s'enrichir. Et à Dubaï, mon ressenti, c'est que ça reste quand même l'inverse. Dans la mesure où il y a un shir qui a une vision, qui, je pense, a déjà est dans une stratégie avec un plan bien déterminé pour faire avancer son émirat, et il a misé sur le fait du bien-être de ses citoyens. Donc à partir de là, ça change l'état d'esprit. Et à Dubaï, forcément, quand tu rencontres des gens qui peuvent avoir 10 ans de moins que toi, et qui sont déjà dans cet état d'esprit de j'ai investi, j'ai prévu de faire tant de rendement l'année prochaine, de récupérer tant, tiens, j'ai vu ce business-là, tiens, je vais investir là-dedans, qui sont toujours dans cette dynamique-là, plutôt que d'être dans le focus de écoute, je vais réussir en allant chercher un CDI, être content de ce CDI, je me sens bien, je me sens en sécurité. Derrière, voilà, je peux faire mes courses. Et puis finalement, c'est comme si on est un peu indirectement limité. Et le fait de voyager, ça ouvre l'esprit. Complètement, ouais. Et tu parlais beaucoup aussi de la vision du share. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Quel est l'objectif du share pour Dubaï? J'entends beaucoup des investisseurs, oui, mais Dubaï, ça va stagner à un moment où ça va être une bulle. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus par rapport au marché de Dubaï? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que moi, j'ai un peu un tempérament à l'américaine, je suis très compétiteur. Selon moi, le shir veut rendre Dubaï la ville numéro 1 sur tous les aspects. Qualité de vie, la ville la plus chère au prix du mètre carré. Donc moi, en tant qu'investisseur, acheter maintenant, ça me plaît d'entendre ça. Quand je regarde un peu la dynamique sur le marché locatif, elle ne fait que croître. Donc pareil, en tant qu'investisseur, ça me plaît. En tant que locataire, ça me plaît un peu moins. Mais en tant qu'investisseur, ça me plaît. Ouais. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand le chef me dit « je vais être le numéro 1 et je vais mettre tous les moyens en place pour être numéro 1 », et je voyage, j'ai cette ouverture d'esprit pour justement importer ce qu'il se fait de mieux dans le monde à Dubaï, et qu'on se rend compte qu'on est sur, une population qui grandit énormément, il y a aussi ce syndrome de Dubaï. Moi, les gens qui viennent me rendre visite, qui viennent à Dubaï, me disent tout le temps « Ah, putain, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de rester ici ». Donc, il y a quelque chose. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sécurité à Dubaï. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Cette sécurité et cette tranquillité d'esprit, je l'ai retrouvée nulle part. Donc, sécurité, cadre de vie, plan, être la ville numéro 1 sur tous les aspects, bien sûr que j'ai envie d'en faire partie. Complètement, complètement. C'est une ville pleine d'opportunités. Et derrière, désolé, on sait qu'ils sont très tournés sur le futur. Ouais. On sait que 2026, il y a tout ce qui est Uber avec les hélicos, l'Ipad qui arrive. Il y a plein de choses. Ils ont mis une île artificielle sur l'eau, ils en ont construit une deuxième. Il y a un nouvel aéroport qui arrive. Il y a le casino qui arrive. En fait, on se rend compte qu'on est... pour moi, on est vraiment au bon moment. Il faut vraiment rentrer dans ce marché maintenant. Demain, ça restera intéressant, ce sera juste plus cher. Super. Et donc, du coup, d'après toi, après ces explications, quelles sont les meilleures opportunités à Dubaï? Comment ça fonctionne? Je sais que tu es expert en trading immobilier. Est-ce que tu peux nous parler des différentes stratégies et du trading immobilier, du coup, qui est ton expertise? Alors, moi, je pense qu'il y a différentes stratégies. Ouais. Moi, je suis convaincu que tous les endroits à Dubaï restent intéressants. Ça peut être très difficile de faire une très mauvaise opération à Dubaï, d'accord? Par contre, effectivement, il y a des endroits qui sont opportuns à faire beaucoup plus de rentabilité, que ce soit sur la gestion locative ou beaucoup plus de revenus et en capital appreciation si on veut faire du trading immobilier. Donc, en fonction du plan de la personne, en fonction surtout de son apport, de son projet, parce qu'il y a aussi une réalité qui est des fois, je veux faire quelque chose, mais il faut que moi, ce qui m'intéresse, c'est la trésorerie. Parce que entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire, des fois, il y a un écart. Et moi, comme je suis très focus sécurité, je me limite à ce que la personne peut faire. Et en plus, j'ai un concept qui est très simple, c'est je veux que tous mes investisseurs dépensent le moins pour gagner le plus. À partir de là, je leur donne en termes d'information tout ce qu'il est possible de faire. Après, en fonction de ce qu'ils veulent faire, j'essaie de leur donner la solution la plus intéressante pour eux.
Maintenant, en termes de quartiers d'avenir, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. On a les Émirats à côté de Dubaï qui sont en plein développement. À Dubaï, on a le quartier de la Crique, on a Meydan, on a JVC qui est connu et reconnu. Moi, j'aime bien le quartier de Maritime City aussi. Après, les quartiers qui sont déjà connus, il y a 2-3 derniers lancements qui ont été faits, mais ça te fait de plus en plus rare, c'est la Marina. Dubaï Hills, j'adore. Il y a vraiment, en fait, chaque endroit, il y a une stratégie, il faut comprendre, il faut savoir ce qui va se passer, savoir quand est-ce que le quartier a démarré. On a des quartiers qui sont un peu plus récents et qui ont aussi une forte... sensiblement, on pense que ça va très bien évoluer là-bas, c'est Dubaï Land, Arjan. Donc, je pense qu'en fonction, en vrai, de la trésorerie de la personne, il y a un quartier, il y a quelque chose à faire. Ok, donc en fonction de son besoin, en fonction de son budget, de ses objectifs, après, tu définis la stratégie qui est la plus adaptée pour elle. Exactement. Et le quartier. Exactement. Ok. Et donc, du coup, on parlait de location, on parlait d'achat-revente. Tout le monde dit oui, à Dubaï, on peut faire de l'argent, grosse rentabilité. Mais alors, du coup, concrètement, combien on peut gagner en gestion locative? Combien on peut espérer gagner aussi en achat-revente? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les résultats en fait, de tes investisseurs ou ce qu'on peut avoir ici? Alors moi, si quelqu'un veut faire de la gestion locative, généralement, il va faire facilement, il a fait une bonne analyse, il a fait ses devoirs, il a regardé le quartier, regardé le promoteur, parce qu'il y a aussi une part de devoir. Hein, parce que moi, aujourd'hui, j'apporte une expertise, mais ce qui est intéressant, c'est quand l'investisseur, parce que c'est quand même ses capitaux, aussi prennent du temps à comprendre un peu l'histoire du pays, l'histoire du CHIR, les quartiers, etc. À partir de là, je pense que c'est très facile, de moyenne, d'aller chercher un 8%. Okay. Maintenant, quand on fait une belle opération sur de la gestion locative longue durée, bien sûr, on peut aller chercher son 10%. Voilà, ça, j'ai fait une belle opération. 10%, ça veut dire que sur 10 ans, j'ai récupéré mon capital et je peux le doubler. Hein. Donc, je trouve ça très, très, très beau. Voilà. Derrière, si j'ai un projet de vie, bon là, c'est encore autre chose, parce qu'on fait tout, on fait la gestion locative, projet de vie, on accompagne aussi. Et derrière, si je veux faire du trading immobilier ou de l'achat-revente ou du flip, hein, chacun voit comment il veut l'appeler, de ce concept qui est de dépenser le moins pour gagner le plus. Là, il y a une analyse à faire par rapport au marché, par rapport au prix du square feet ou du mètre carré, avoir une vision sur ce qui va se passer demain, s'assurer que j'achète au bon prix maintenant et savoir à quel moment je vais revendre. Et surtout, m'associer, parce que quand je fais du trading immobilier, je m'associe à un promoteur, et surtout, à partir de là, comprendre l'histoire du promoteur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le promoteur a une bonne dynamique? Est-ce que le promoteur a une bonne stratégie en termes de prix, en termes de plein de choses. Et à partir de là, pour moi, je pense que quand on va sur du trading immobilier, l'objectif minimum, c'est de récupérer 50% de la somme investie. Ok. D'accord? Donc, on sait que de manière générale, c'est pas difficile de faire un 20-25% de plus-value à Dubaï. Je trouve pas que c'est un truc très difficile. Par contre, les meilleures opportunités vous permettront parfois de faire 50-60% sur la somme totale du bien. Mais quand on joue un peu, parce que vous savez, en France, les leviers, c'est le crédit bancaire. Ici, si vous savez jouer avec les plans de paiement, ça peut faire un effet de levier très important. Donc parfois, grâce à des plans de paiement très intéressants, on peut aller chercher jusqu'à 120% de la somme investie. Super. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les plans de paiement? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. On connaît bien le levier bancaire en France. Ces plans de paiement, est-ce que c'est des formes de prêts des promoteurs? Comment ça se passe? Alors, un plan de paiement, c'est comme un crédit sans intérêt. C'est-à-dire que le promoteur va dire, voilà, moi, pour acquérir mon bien, mon unité, je te propose de régler ce bien sous 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ans. Parfois, on a même vu des plans de paiement sur 10 ans. Donc, en fonction de la capacité de l'investisseur, nous, on va faire l'étude. Aujourd'hui, monsieur, quel est votre apport? Cet apport doit correspondre à minimum 24% de la valeur du bien. Donc, quand je dis 24%, parce que le premier paiement reste généralement à 20%. Parfois, on a des plans de paiement où on démarre à 10%, mais généralement, c'est 20% où on peut recevoir son document de propriété. Ouais. Après, on a les 4% de frais de notaire. Donc, c'est pour ça que moi, je parle tout de suite de 24%. Ouais. Et après, je demande à l'investisseur sa capacité de remboursement. En fonction de sa capacité de remboursement, après, ça me permet de faire un filtre directement sur les possibilités, sur les plans de paiement qui vont coller. Parce que parfois, on peut... Alors, le plan de paiement le plus souple, ça peut être 1% par mois, parfois un peu en dessous. Ou des fois, ça peut être 10% tous les 6 mois. Ça dépend vraiment du promoteur. Mais en gros, c'est un crédit, un échelonnement de votre paiement pendant la période de construction jusqu'à la livraison et parfois échelonné après la livraison des clés. Et donc, c'est dans ce cas-là que c'est intéressant aussi. On peut jouer avec les plans de paiement, aussi bien pour de la gestion locative en financer une partie. Exactement. Et l'achat-revente va mettre juste un certain montant et ensuite, c'est le prochain acheteur qui finance le reste. Exactement. Après, il y a une réelle expertise pour faire du trading immobilier. Il y a une expertise à faire, il y a une analyse à faire. Tout le monde le sait de manière générale. Après,
Chaque promoteur a ses propres règles, mais de manière générale, on sait qu'à Dubaï, quand j'ai déboursé plus de 34% de la valeur d'un bien, je suis légitime et j'ai le droit de revendre mon bien. Donc ça veut dire donc que même si j'ai avant un... qu'il soit livré, en fait. Exactement. Donc ça Ok. veut dire que quand j'achète un bien, il y a de grandes chances que si j'ai fait un bon choix, le prix du bien évolue rapidement. Parfois, on Ouais. voit même qu'il y a des biens entre le moment où on en parle, au moment où il y a les premières informations qui tombent, où les gens posent ce qu'on appelle les expressions d'intérêt, et le jour du lancement, on observe déjà des augmentations, des fois de 5%. Donc pour vous dire à quel point, et on parle des fois de delta de 2 à 3 semaines. Donc on se rend compte qu'il y a une augmentation du marché qui peut être très rapide. Donc si on pousse le bouchon un peu plus loin, on va sur du 6 mois, 1 an, ça nous donne une idée de quelle augmentation on peut espérer. Si sur ce Ouais. même moment-là, on a réussi à avoir un plan de paiement où on a dépensé le moins, où on a mis que 30, 40 ou 50%, bah forcément, ça augmente le rapport entre mon capital appreciation et ma somme dépensée. Complètement. Et quel est le meilleur moment pour revendre à Dubaï? Par exemple, quand on fait ce type d'opération, est-ce que c'est bien d'acheter et revendre dans les 6-8 mois? Est-ce que c'est bien d'attendre un petit peu? Dis-nous. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ouais. L'idée, c'est qu'il faut comprendre, c'est que si je revends, il faut que j'ai un intérêt, il faut que je fasse une analyse avant sur le marché. Et l'idée, c'est que moi, quand je parle de revente, c'est que ça peut être aussi une porte de sortie pour quelqu'un qui a un besoin de trésorerie. Ouais. Si aujourd'hui j'ai un besoin de trésorerie, d'accord, bah, je vais me dire, bah, tiens, je sais qu'après avoir payé un pourcentage de mon bien, je peux le revendre. OK. Par contre, si je veux optimiser au mieux, bah, forcément, plus le bien se construit, après la livraison, généralement, bah, c'est là où je vais pouvoir revendre mon bien le plus cher. Vu que le marché se porte bien aussi, peut-être qu'après 6 mois, 1 an, la livraison de mon bien, ça se passe très bien. Par contre, si je revends mon bien à un mauvais moment où je me rends compte que je revends mon bien aujourd'hui, ben, ça va pas me permettre d'avoir une meilleure opportunité. Donc finalement, pourquoi pas laisser la valeur de mon bien augmenter et le revendre au moment où finalement c'est le plus propice. Donc à cette réponse de quand est-ce qu'il faut le vendre ou autre, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Ouais. Le besoin de trésorerie de la personne, comment se porte le marché. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils revendent généralement 2-3 mois avant la livraison. D'autres personnes, bah, comme ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent et qui veulent revendre à ce moment-là, attendent. D'accord? Attendre 1 an, parce qu'ils vont profiter d'1 an de loyer. Parce que les loyers, n'oubliez pas qu'on parle quand même de 10%, hein, de 8 à 10% de rentabilité, ce qui peut être très beau pour de Ouais. la longue durée. Si on va sur du short terme, on peut aller chercher des pourcentages plus élevés. Donc il y a des gens qui sont patients, parce que la réalité, c'est que plus on est patient, plus on gagne. Ouais, ok, super. Et du coup, en termes de tarifs, on est à combien? Parce qu'on a parlé du coup de la renta, on a parlé des différentes stratégies, des quartiers. Maintenant, pour être éligible à l'investissement immobilier à Dubaï, combien il faut au minimum? Au minimum, pour être serein, je pense qu'il faut Mhm. avoir au moins 35 000 euros d'apport. Pour avoir le starting price, il faut avoir 35 000, 40 000 euros d'apport. Et il faut être en mesure de rembourser entre 1 700 et 1 800 euros par mois aujourd'hui Ok, pour être éligible à un premier bien sur Dubaï, à un appartement studio qui est très demandé sur Dubaï. ok, super, parfait. Est-ce que tu as des conseils à donner à tous les investisseurs qui nous écoutent là, qui ont pour projet éventuellement d'investir à Dubaï ou qui se posent des questions par rapport au marché? Quels conseils tu aurais à leur donner? Le conseil que j'aurais à leur donner, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est bien régulé. Tous les agents peuvent vous proposer sensiblement la même chose. Donc aujourd'hui, à l'investisseur aussi de faire ses devoirs sur aujourd'hui qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa stratégie. Il faut que ce soit clair pour lui. Parce que parfois, les gens peuvent être un peu confus entre j'ai un projet de vie, en même temps, je veux faire de la gestion locative, du coup, mais mon projet de vie fait que je veux adorer ce bien, il faut que ce bien me parle à moi. Mais si on va sur un bien qui vous plaît, on a généralement tendance à payer plus parce qu'on veut que ça nous plaise, on veut, voilà. Si on veut faire de la gestion locative ou du trading immobilier pur et dur, il faut aussi penser très très chiffres et parfois mettre les goûts de côté. Donc il faut être clair dans ce que de ce qu'on veut faire, s'assurer et bien s'entourer finalement, parce que assurez-vous de vous entourer d'une personne qui a une vision sur avant, maintenant et demain, qui a un projet sur Dubaï. Parce que c'est bien, on échange effectivement sur votre projet, mais pourquoi ne pas interroger votre agent immobilier sur c'est quoi tes projets demain? Tu te vois où dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi ton next step? Parce que en fait, l'investissement, c'est tous nos investisseurs, on part sur un contrat qui parfois peut durer, je ne sais pas moi, il n'y a pas de limite de durée, parce qu'il va falloir être là avant, pendant et après. Ouais. Donc, si les investisseurs, ce qui va être très important, c'est de se former sur le marché. L'information maintenant est facile.
tout le monde a l'information. Les promoteurs, maintenant, disent que vous vous intéressez un peu à Dubaï, vous êtes bombardé de pubs. Je pense qu'en plus, maintenant, on le sait, les investisseurs, et très bien, c'est le jeu. Maintenant, avant d'investir, ils parlent avec 5, 6 agents, pour ne pas dire 10. Donc, ils ont beaucoup d'informations. Donc, maintenant, à eux de se dire, bon, écoute, aujourd'hui, je vais aussi m'engager avec une agence. Est-ce que l'agence a une vision sur avant, maintenant, et une vision sur demain? Est-ce que l'agence, parce qu'une agence qui investit, qui grandit, c'est-à-dire qu'elle va être là, donc ça, c'est des signes, un peu comme Dubaï. Quelqu'un qui investit à Dubaï mais qui ne connaît pas l'histoire du Shire, c'est étrange. D'accord ? Donc, de faire leur devoir, de bien s'entourer et de nous contacter. Bien sûr. Et du coup, alors, quelles sont les ambitions de Dubai Vista Estate? Comment tu te vois dans quelques années, dis-nous? Alors, nous, on est en train de développer le groupe et justement d'être très performant parce qu'il y a un écosystème énorme. On a de plus en plus de demandes. Le marché évolue. Il faut être à jour et l'idée, c'est de proposer un maximum de services. Donc, l'idée pour moi, c'est de devenir de plus en plus compétent sur tous ces services-là, éventuellement de nous délocaliser sur différentes parties du monde pour proposer aussi ce service-là. Donc ça, c'est un peu l'idée principale et générale. Ok, tu as des pays en tête qui te viennent quand tu disais de délocaliser dans d'autres pays du monde. Tu as des idées déjà par rapport au retour de tes clients? Alors, j'ai beaucoup d'idées, mais là, on est un peu dans la sphère un peu privée. Mais oui, j'ai beaucoup d'idées. Pas de problème. Ok, mais écoute, c'est super. Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations déjà aujourd'hui sur le marché de Dubaï, ton expertise, le groupe Dubai Vista Estate. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on termine ce podcast pour les auditeurs? Déjà, merci à eux de nous suivre. J'espère qu'avec cette interview ou cet échange qu'on a pu avoir, que ça va pouvoir les aider à faire un bon choix, à optimiser leur investissement. Ce que je dirais, c'est, il y a cette phrase bateau qui dit, mais bon, elle est quand même réelle. Hein. À Dubaï, on investit, on attend, mais on n'attend pas pour investir. Donc à partir de là, quand on intègre bien ça, ça aide. N'ayez pas peur de vous lancer. Des fois, je suis passé par là. Hein. J'ai mon portefeuille maintenant à Dubaï, donc j'ai beaucoup investi. Au départ, j'étais un peu frileux. Je ne comprenais pas comment ça va vite. Mais attends, si je ne prends pas maintenant, ça part. C'est réel. Si aujourd'hui, investir à Dubaï, ça veut dire que je me mets dans le mindset de Dubaï. Et il faut bien comprendre que je n'ai pas affaire à que des investisseurs qui vont chez le notaire ou à la banque. Là, j'ai affaire à un marché qui est beaucoup plus agressif. Pourquoi ? Parce que je peux avoir les investisseurs crypto, les gens qui veulent payer en cash, voilà, je le dis. Donc, ça veut dire que c'est une dynamique et une tension énorme. Qui viennent de plein de pays en plus, plein de pays différents. Et qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que parfois, nous, en tant que Français, on aime bien que le promoteur nous séduise, on aime bien négocier. Mais à Dubaï, si on comprend, si on part sur un aspect que on a une exonération fiscale, parce qu'on ne paye pas d'impôts sur notre gestion locative et sur notre plus-value, on a tout gagné. Donc, voilà. Ok, super, parfait. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut contacter Dubai Vista Estate? Alors, on a une page Instagram. De toute façon, on est présent sur tous les réseaux. TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, et LinkedIn. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, mais on est présent sur tous les réseaux. Donc, c'est relativement simple. On est très transparent sur notre réalité, sur notre quotidien. Vous pouvez regarder sur notre Snapchat, vous pouvez regarder sur notre Instagram. On est très transparent sur ce que l'on vit. On a beaucoup d'avis positifs justement de nos clients. Donc, c'est relativement simple de nous joindre. Tapez Dubai Vista Estate sur Google, vous allez nous voir. Ou Trading Immobilier, on apparaît en première sur le référencement naturel en première page sur Google. Donc, c'est vraiment easy de nous retrouver. On a fait pas mal de reportages, on a fait aussi des passages télé. Donc, on est visible, on est Google App, je crois, c'est ça qu'on dit. Google App? Google App, c'est-à-dire que tu me trouves facilement sur Google. Ah oui, on peut te trouver facilement, même en tapant sur Google. Ok, ça marche. Bon, super, parfait. Merci beaucoup, Gary. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci.